Aujourd'hui, on va parler management intergénérationnel. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors aujourd'hui, on reçoit Adrien Chignard. Il va nous parler du management intergénérationnel, ou en tout cas, il va nous donner son avis sur le management intergénérationnel. Adrien, bonjour. Bonjour, alors j'espère que je ne vais pas donner un avis, mais que je vais donner des arguments. Et on va essayer de dépasser effectivement un regard centré sur une somme d'opinions, puisque l'opinion que la mienne par nature, elle est méprisable. Ce qui va nous intéresser, c'est de transformer ces opinions, parfois ces opinions et ces stéréotypes. Ça serait intéressant, Cédric, qu'on retienne cette notion de stéréotype dès maintenant et qu'on la pose tout de suite parce qu'on la retrouvera, j'imagine, plus tard dans notre échange. Ok, super intéressant, ça me va. Alors, juste avant de commencer, si quelqu'un clique sur cet épisode, quelle est la chose la plus importante en termes de valeur avec laquelle tu voudrais qu'il reparte de notre conversation? Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir à l'esprit que la façon dont on va pouvoir motiver, fidéliser, valoriser quelqu'un, c'est de s'intéresser à sa singularité. Et vouloir en fait en faire un comptable parmi tous les comptables, un jeune parmi les jeunes ou un vieux parmi les vieux, alors c'est toujours quelque chose qui vient scléroser nos facultés de manager à agir sur le réel. Ok, donc faut pas trop perdre de temps là-dessus, il faut peut-être faire d'autres choses. En fait, il y a des façons beaucoup plus efficaces de fonctionner. Tu sais, c'est comme celles et ceux qui te racontent que, bien sûr, on peut toujours aller faire notre lessive avec une pierre et un savon dans la Seine. Il existe aussi des machines à laver. Le management intergénérationnel, c'est un peu comme la pyramide de Maslow. C'est l'autre côté, on va dire, méga old school de la façon de percevoir la motivation. Super, ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens, où tu vas? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir une idée de qui tu es, ton parcours, ta philosophie personnelle, tes ambitions? Je suis Adrien Chignard, donc j'ai 41 ans, 2 enfants, je suis marié à une psychologue, je suis psychologue du travail et des organisations et je suis un garçon monocompétent, je ne sais faire que de la prévention des risques psychosociaux en situation de travail. Si tu me demandes autre chose, tu vas soit au-devant d'assez grandes déconvenues, soit de franches crises de rigolade. Je suis infichu de faire autre chose de mes 10 doigts au grand désespoir des gens qui m'aiment. Ça fait 17 ans que je fais ça, j'ai un peu plus d'un millier d'interventions à mon actif et je dirige un cabinet qui s'appelle Sens et Cohérence. Nous sommes 33 dans 5 langues, on travaille du plus simple, le stress, au pire, les suicides, les harcèlements, les braquages, les prises d'otages, plutôt pour des grands comptes. On ne travaille pas pour des particuliers, mais que des grandes entreprises. Et globalement, pour faire très simple, je suis un garçon qui gagne à être méconnu. Faut pas me voir trop souvent, c'est en général pas une très bonne nouvelle. Quand on te voit, c'est qu'il y a un problème. Enfin, pas aujourd'hui. Non. Ok, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta vision du management? En fait, moi, ce qui m'intéresse dans le management, moi j'adore ça. J'ai une équipe, je manage et c'est vraiment quelque chose que je prends beaucoup de plaisir à découvrir. On sait aujourd'hui scientifiquement qu'on ne peut pas motiver quelqu'un. En revanche, on peut donner à autrui les nutriments de sa motivation. Le management, pour moi, c'est ça. C'est donner à autrui les nutriments d'une motivation qui permet une performance durable. Tout comme les ressources de notre planète, Cédric, elles sont limitées. Si on consomme plus de ressources que la planète bleue en offre, on va à la catastrophe. Eh bien, si on consomme plus de ressources que l'on en a nous-mêmes en tant que manager, ou que on en fait dépenser davantage à nos ressources à notre équipe qu'elle n'en dispose, eh bien, on va là aussi à une catastrophe en termes de performance. Si la seule vocation de l'entreprise, c'est de produire de la valeur, si le seul objet de l'entreprise, c'est de produire de la valeur, alors le management doit servir la perpétuation de cet objet. Et donc, c'est donner aux équipes des conditions de travail et de motivation qui vont leur permettre de se dépasser, de grandir et de performer dans la durée. Et c'est pour ça que je trouve que le management, c'est exaltant. Ok. Ça te vient de quelque part, cette vocation? Alors moi, à la base, je suis un passionné d'histoire et moi, je suis un passionné d'extermination nazie. Alors, c'est bizarre quand on le raconte comme ça. Mais moi, ce qui m'a toujours passionné quand j'étais plus jeune, c'est de comprendre comment l'individu lambda, le pâtissier, le jardinier, l'électricien, puisque c'est ce qui s'est passé, pouvait devenir un Einsatzgruppen, un finisseur dans les villages de Pologne où on venait canarder à la Kalachnikov les femmes et les enfants. Comment on pouvait avoir des comportements monstrueux chez des individus qui, somme toute, avant étaient parfaitement civilisé. Et donc, j'ai cherché dans la philosophie, chez Hannah Arendt, dans la banalité du mal, comment on pouvait développer chez l'être humain des comportements monstrueux, parce que mon cerveau ne comprenait pas parfois le caractère tragique du monde, et j'avais besoin de comprendre ça. Et j'ai trouvé dans la psychologie sociale et dans la psychologie du travail et des groupes les éléments qui m'ont permis de comprendre les effets du collectif sur l'individu.
Et très sincèrement, Cédric, ça fait 17 ans que je fais la même chose. Et 17 ans que plus ça va, moins j'en sais, mais plus ça va, plus je cherche parce que j'adore. Ça me fait penser à mes cours sur la soumission à l'autorité quand j'ai commencé mes études. C'est exactement ça. En fait, l'expérience Princeps de Milgram, hein, qui a été refaite très régulièrement, c'est une des premières expériences, tout comme on me parle souvent de ce bouquin qui s'appelle Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens de Joulet et Beauvois, deux chercheurs français. Moi, c'est exactement ça ce qui m'intéresse, c'est comment on va influencer les comportements d'autrui et comment on comprend aussi soi-même que la notion même de libre arbitre, elle montre des limites. Ça ne veut pas dire qu'elle est inexistante. Ça veut dire que comprendre les limites de notre libre arbitre, c'est justement augmenter notre libre arbitre. Génial. En tant que tu disais que toi, tu avais donc un cabinet conseil, et donc est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières en tant que manager ou en tant que dirigeant? Non, aucune, mais pour une raison qui est très simple, c'est que moi j'ai mis du temps à manager. J'ai mis beaucoup de temps à manager parce que je me suis pensé illégitime pendant très longtemps. J'ai 41 ans, j'ai commencé à manager il y a 5 ans, pour être très sincère avec toi. Donc c'est quelque chose qui est encore pour moi une nouveauté. Et étant conscient de ma nullité totale sur le sujet, parce que moi j'ai pas appris à manager en fac de psycho, t'apprends pas ça. Non. Moi j'ai appris à être chef de projet pendant 15 ans sur mes projets, chez mes grands comptes, chez mes clients, sur des petits projets puis des très gros derrière. Donc j'ai appris l'interaction humaine. Là, j'ai beaucoup foiré parce que j'ai voulu aller trop vite, j'ai voulu convaincre, j'ai voulu appuyer quand ça résistait, j'ai voulu tirer le meilleur, mais en étant parfois un bienveillant maladroit. Je voulais le meilleur, mais j'étais complètement antipathique dans ma façon de fonctionner. Et en fait, la somme de mes échecs comme chef de projet m'a amené à penser qu'il fallait, d'un point de vue managérial, je sois lucide. La première des lucidités, c'était de regarder l'abîme en me rendant compte que je savais pas faire du tout. Et donc, je me suis dit, OK, tu vas pas réinventer la poudre et tu vas aller voir ce qui se fait dans la littérature scientifique. Et il existe aujourd'hui, on a de la chance dans la littérature scientifique en langue française en plus, cocorico, une chercheuse notamment qui s'appelle Tiffaine Huygheberg, qui est à Reims, qui a travaillé énormément sur les nutriments de la performance et de la santé mentale durable d'un point de vue psychologique. Sa thèse, elle est validée dans 180 pays dans le monde. Elle a été remise à jour en 2023 et présentée au Congrès mondial du management à Miami. Et elle est très simple et pour le coup extrêmement puissante. Elle reprend les théories qu'on appelle de l'autodétermination, en gros les théories de la motivation, qui expliquent que pour motiver durablement une personne, ou plutôt pour qu'une personne soit durablement motivée, c'est dit de façon plus pertinente comme ça, il faut 3 nutriments. Un peu comme une plante que tu voudrais faire pousser, il lui faut un substrat, donc un sol, il lui faut de l'eau et du soleil. Les 3 nutriments de la motivation d'une personne, c'est de l'autonomie. Si ça t'intéresse, je définirai ce qu'on entend par là. Ouais. Autonomie, compétence et ce qu'on appelle affiliation ou appartenance. Et c'est comme les 3 nutriments pour faire pousser une plante. S'il en manque un, la motivation meurt. Okay. Et donc, moi, j'ai fondé, et si ça t'intéresse, je te dirai comment, au-delà des idées et des concepts, moi, j'ai transformé ça en comportement et en décision managériale chez Sensé Cohérence. Ce qui fait que pour un cabinet conseil qui existe depuis maintenant un peu plus de 10 ans, on a un taux de turnover qui est facile à retenir, c'est 0%. Génial, super. Donc en fait, je te demande tes difficultés et toi tu me réponds tes réussites, c'est bien. Mais voilà, on a vu le trajet. C'est qu'en fait, il a fallu beaucoup échouer comme chef de projet au départ pour se rendre compte de la difficulté de la tâche. Moi, je dis souvent aux gens, parce que je forme énormément de managers en ce moment, enfin depuis quelques années, et je leur dis toujours, il y a 3 trucs qu'on est sûr d'échouer un peu dans la vie. L'éducation de nos enfants, la conduite du changement et le management. Parce que par nature, c'est quelque chose qui nécessite de l'intersubjectivité. On pourra pas plaire à tout le monde. La phrase est pas de moi, mais je l'adore. Elle est de Steve Jobs qui disait si tu voulais faire manager pour rendre les gens heureux, tu t'es trompé. Il fallait faire marchand de glace. C'est un travail que moi je trouve méga compliqué, le management, et c'est pour ça que les échecs, je te les ai donnés beaucoup plus dans la fonction de chef de projet, parce que j'ai préféré échouer beaucoup comme chef de projet qu'en tant que directeur d'une structure et manager, parce que la responsabilité était nécessairement pas la même. Ok. On revient 2 minutes sur le management par génération, parce qu'en fait, t'as un peu commencé tout à l'heure quand on discutait en me disant mais c'est pas ça le truc important. C'est dommage parce que c'était le titre du podcast, mais le sujet m'intéresse parce que j'ai souvent été interpellé sur ça. Et j'ai souvent eu des difficultés à répondre. En fait, moi, j'arrive pas à répondre à cette question. Est-ce qu'il faut adapter son management parce que on a des millénials? Est-ce que, etc., etc. Et en fait, moi, je peux pas répondre autrement que de dire, mais de toute façon, il faut adapter son management. Que ce soit pour X, Y ou Z, d'ailleurs.
Il faut une structure, il faut des rituels, etc. Mais à l'intérieur, l'interaction qui va se dérouler, etc. Est-ce qu'elle est la même pour tout le monde? Moi, je crois pas. Se dire c'est une relation entre deux personnes ou multiple avec plein de personnes. Mais la question revient. C'est-à-dire que régulièrement, on me dit ouais, mais et en fait, ce qui m'a donné envie de t'interviewer, c'est un papier que tu as écrit, je sais plus où justement tu disais n'y accordez pas trop d'importance. En fait, j'ai écrit ce papier parce que je suis expert pour la Harvard Business Review et alors, que ce sujet revienne, oui, très régulièrement, il revient autant que il faudrait former les gens à la politesse parce qu'on se parle mal dans mon entreprise. C'est le même sujet qui revient, qui est un désir de comprendre une situation complexe. Il est bien légitime, Cédric. Enfin, moi, je comprends qu'on est manager, on est DRH, on est ce que tu veux. C'est pas facile de manager et quand on est dans la difficulté, hein, il y a une phrase qui dit c'est le propre des naufragés de voir en toute chose une bouée. Eh ben, les naufragés du management voient dans l'intergénérationnel une bouée qui pourrait prétendument les sauver. Sauf que cette bouée, c'est un mirage. Pourquoi? Parce qu'il y a une étude, il y a plusieurs études même qui montrent qu'à chaque fois qu'on utilise le prisme générationnel, c'est-à-dire les Y sont très connectés, les X veulent beaucoup de vacances, enfin ce genre de choses. La génération des baby boomers maîtrise mal l'informatique. Enfin, à chaque fois qu'on utilise le prisme des générations pour modifier son management, les études scientifiques, c'est pas une opinion de comptoir, c'est un argument qui a été testé, montrent qu'en fait on ne fait qu'une seule chose. On vient ancrer plus profondément les stéréotypes liés à l'âge. En voulant adapter son management aux différentes générations, on finit par faire de l'agisme. Et c'est bien ennuyeux parce que moi, je comprends la motivation initiale de la personne qui te demande ça. Elle veut saisir la difficulté des situations dans lesquelles elle se trouve. Elle trouve là quelque chose de génial. L'intergénérationnel, c'est bien parce que c'est facile, mais je vais pousser un peu loin le raisonnement. Le racisme, c'est bien aussi parce que c'est facile. Parce que c'est facile de se dire les blancs sont comme ça, les noirs sont comme ça, les rouges sont comme ça. Enfin, parce que face à la complexité du monde, Cédric, et la complexité du management, face à la complexité de ces situations, notre petit cerveau, et moi le premier, il peut pas tout traiter. La somme des stimuli à laquelle on fait face, elle excède nos facultés cognitives. Et donc, on va utiliser ce qu'on appelle des heuristiques, des biais cognitifs, pour dire les choses plus simplement, qui dans plein de situations fonctionnent. Parce que toi et moi, ou tous les managers qui vont nous écouter, ils peuvent pas dire à leur boss, écoute, la situation managériale est tellement complexe que je vais me mettre sur le dos et attendre la mort. Enfin, on se rend bien compte que c'est pas une option. Il faut bien que ça continue de tourner. Il nous faut choisir, décider, acter, investir, développer. Et donc, il faut bien qu'on prenne des décisions. Pour prendre des décisions, on utilise ces biais cognitifs. Le stéréotype en est un. Il a une fonction. Il réduit la complexité du monde. Le problème, c'est que c'est faux. Et que non seulement le management intergénérationnel, il prétend se fonder sur des sondages qui disent que les générations seraient porteuses intrinsèquement de telle et telle caractéristique. Mais c'est pour ça que j'ai dit des sondages. Ce sont pas des études. Et c'est le grand problème en France, c'est qu'on a très peu de culture scientifique et épistémologique. Si tu demandes en France, il y a une étude qui est parue il y a quelques jours, je crois, dans le Parisien, sur le côté, à votre avis, quel est le pourcentage de musulmans en France? Et tu vois les gens qui te répondent, ça doit bien être 45-50%. Je crois que c'est 12%. Et il suffit pas de répondre à un sondage pour créer de la réalité. Ça n'existe pas, le discours performatif en sciences humaines. Il suffit que je le dise pour que ça existe. On a cru, Cédric, pendant des siècles que la Terre était plate. Tu aurais fait un sondage il y a 500 ans, est-ce que la Terre est plate? Les gens t'auraient dit, mon pauvre monsieur, bien entendu, le fond de mon jardin est plat. Vous voyez bien que je tombe pas quand je marche pour aller chercher le pain. Est-ce que pour autant ça l'a rendue plate? Bien sûr que non. Et donc, on utilise des sondages d'opinion. Alors, c'est sûr que ça coûte pas cher à faire, pour répondre à des questions ardues, mais ce faisant, moi, ce que je trouve très indélicat, c'est que si c'est le destin des naufragés de voir en toute chose une bouée, notre responsabilité, nous, de spécialistes des sciences humaines, c'est justement de leur offrir des éléments théoriques de qualité. Ok. C'est un filtre pour regarder la réalité, souvent, le fait d'avoir des stéréotypes. Parfois, je me dis que c'est quand même utile pour avoir une première lecture.
est-ce que c'est valide quand même ce que je suis en train de dire, ou est-ce que même ça c'est pas valide? Je vais pas prendre l'exemple de l'intergénérationnel parce que justement j'ai jamais trouvé que c'était utile. En revanche, on utilise un outil qui s'appelle le DISC pour analyser les comportements par observation, donc c'est du comportemental, hein, et on se dit, bah, telle personne, étant donné qu'elle a telle et telle caractéristique que je peux observer de l'extérieur, je vais plutôt commencer à lui parler de cette manière-là, parce que je vais lui parler d'une manière qu'elle va mieux comprendre. Et à ce titre, même si c'est purement empirique, en fait, c'est l'observation de l'autre à travers un filtre, etc., ça m'aide quand même à rentrer en relation. Après, une fois que la relation est établie et qu'on s'échange des informations et qu'on a des objectifs communs, etc., ce filtre devient de moins en moins utile. Est-ce que ça peut être vrai pour l'intergénérationnel, ou toi, tu dis non? Tu veux parce que du coup, j'ai des questions du style: est-ce qu'il faut que j'essaye de recruter des générations Z dans mon entreprise? Tu vois, des questions comme ça. Et moi, j'ai du mal à répondre à ça parce que je me les pose pas vraiment. Alors, il y a deux choses. Pas comme ça que je me les pose. Que tu dis. Je commence par la fin parce que c'est le plus simple et ensuite je vais sur le début parce que je vais être plus taquin. Première chose, est-ce qu'il faut que je recrute des générations X, Y ou Z? Ce qu'il te faut, c'est des collaborateurs compétents. Le reste, qu'ils soient français, je sais pas, anglais, grand, petit, en situation de handicap, valide. En fait, c'est pas le sujet. La question, c'est qu'on est là pour produire un travail et qu'il nous faut de la compétence pour le faire. Donc moi, est-ce qu'il faut des jeunes, des vieux, des petits, des grands? Ça m'est complètement égal. C'est une question qui ne m'intéresse pas parce qu'en fait, elle t'amène à une impasse de raisonnement, tu vois ce que je veux dire? Il faut recruter des jeunes, d'accord? S'ils sont nuls, ah bah non, il faut des jeunes qui sont compétents. Ok, d'accord. Il faut recruter des gens sympas, d'accord? Mais s'ils sont nuls, non, il faut qu'ils soient compétents. Oui, donc en fait, ce qui reste, c'est la compétence, in fine, quand on éteint la lumière. Ensuite, je pose la question parce que je ne sais pas quel est le degré de taquinerie que je peux amener dans cet échange. C'est la première fois qu'on discute véritablement. Tu m'as dit, j'utilise parfois le disque pour décrypter des choses. Est-ce que tu veux des arguments sur le disque ou pas? Mais ça risque de piquer un peu. Oui, absolument. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, utiliser le disque, c'est comme penser que le meilleur outil pour planter un clou, c'est un tournevis. Et tu me dirais, mais Adrien, j'y arrive. Oui, probablement. C'est quand même un peu plus simple avec un marteau, mais grand bien te fasse si tu y arrives. Là encore, ça n'est pas des opinions d'Adrien. Il y a des études qui sont, alors pour le coup, très très bien documentées et ça fait suffisamment longtemps qu'on l'utilise pour le savoir. Le disque, nous, dans notre métier, on appelle ça horoscope for smart people. D'accord. Si tu me disais effectivement, Adrien, quel est ton signe? Je te dirais, ton signe du zodiaque, je te dirais, je suis dinosaure. Tu me dirais, ça n'existe pas. Je te dirais, en fait, il n'en existe aucun. Je préfère qu'on soit clair sur le sujet. Le disque, c'est quoi? C'est une émanation d'une théorie, si tant est que ce soit aujourd'hui une théorie, qui date des années 20, centrée sur les théories de Carl Gustav Jung. C'est quand même de ça dont il s'agit, du MBTI transformé, MBTI qui vient des théories de Carl Gustav Jung qui avait fondé sa théorie sur le regard qu'une mère portait sur sa fille. Préciser quand même le fondement théorique. Et on a fait un test pour savoir effectivement MBTI, disque, qu'est-ce que ça donne. Là encore, le test a été fait en Allemagne sur 900 personnes. C'est tout ce que je dis est vérifiable. C'est le principe de la science. Elle ne dit pas le vrai, elle avance contre elle-même. On a fait un test, on a fait passer l'outil à 900 personnes dans une salle. Les gens ont répondu avec attention, c'était un truc sérieux. On a corrigé, on leur a rendu les résultats en disant alors qu'est-ce que vous pensez des résultats? Alors effectivement, il faut reconnaître que plus de 80% des gens disaient c'est dingue, c'est complètement moi. Ce que j'avais pas dit en revanche, c'est qu'on avait distribué les résultats de façon aléatoire. D'accord. C'est-à-dire que les gens avaient des résultats. Leur profil. Parce qu'en fait, le disque, il est soumis à un effet psychologique qu'on appelle l'effet Barnum. Tu connais peut-être. L'effet Barnum, ça tient son nom d'un grand prestidigitateur, qui était patron de cirque. En gros, l'effet Barnum, c'est l'idée selon laquelle quand tu lis un test psychologique de mauvaise qualité ou un horoscope ou Biba Marie-Claire sur ces trucs-là, tu vas dire c'est tout moi. Tout comme moi, si je vais ce soir, imaginons que je sois célibataire, je vais ce soir dans un bar et je me dis bon, il faut que je rencontre l'amour. Je rencontre une jeune femme qui vient me parler. Je la laisse parler 10 minutes sans l'interrompre et puis je lui dis madame, il y a quelque chose qui est dingue quand je vous écoute. J'ai l'impression que vous avez une relation très particulière à vos parents, vous êtes hyper sensible à l'injustice qui peut vraiment vous révolter. Je sens que vous aimez la relation mais qu'il vous faut parfois des temps
pour être seule et pour vous ressourcer, et que les situations de conflit peuvent vous tendre profondément. Elle va me dire, mais c'est tout moi, comment vous avez fait? Parce que c'est tout le monde. Ouais. Et c'est bien normal. Et en fait, il faut 3 dimensions scientifiquement pour créer un effet Barnum, pour donner le sentiment à quelqu'un que ce qu'on dit sur lui est tout à fait vrai. Je parle pour les tests psychologiques. Hein. Il faut que la personne 1, elle ait répondu elle-même. Ce sont mes réponses. C'est moi je sais parce que j'ai répondu à toutes les questions. La personnalisation des réponses. Première dimension. Deuxième dimension, il faut que la personne qui s'assure de la passation du test soit perçue comme étant une experte. C'est quelqu'un de diplômé, un médecin, un psychologue, il est coach black belt en je ne sais pas quoi. Donc l'espèce de prestige perçu. D'ailleurs, dans l'expérience que tu citais, de l'expérience de 1000 grammes, on voit que ça compte aussi, hein, ces deux sujets-là. Ouais. Et puis, dernier élément, il faut que le test te renvoie 70% d'éléments positifs et 30% d'éléments négatifs sur toi. Si on réunit ces 3 données, alors les gens vont dire c'est exactement moi, c'est tout moi. Souvent, moi, la question qui m'est posée, parce que le disque, comme le MBTI, est utilisé absolument partout, et j'ai des clients qui me disent moi, je trouve ça pratique parce que ça nous permet d'initier une relation, de poser des mots sur des façons de fonctionner, d'interagir avec quelqu'un. Et je les crois. Je les crois vraiment bienveillants et avec ce désir de faire. Moi, ce que je leur dis, c'est vous avez le droit d'utiliser l'outil. Les gens ont le droit de fumer, même si c'est mauvais pour leur santé. C'est-à-dire que ça relève du choix, mais aussi de la responsabilité. Moi, je leur dis, votre responsabilité de DRH, c'est de donner des outils, mais tant que faire se peut, investissez dans des outils pertinents. Il existe aujourd'hui mieux que d'aller faire la lessive dans la rivière avec un vieux savon. Il existe aujourd'hui des outils qui sont validés scientifiquement, là où le disque n'est que l'émanation d'une théorie psychanalytique débunkée depuis 30 ans, dont on a montré qu'en fait les résultats n'avaient aucune fiabilité, et il y a 3 critères, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour parler de psychométrie, et aucune validité test-retest. Donc c'est un outil de piètre qualité, et ça n'empêche pas qu'entamer une discussion avec quelqu'un sur ces sujets, si c'est un support à l'échange, c'est un mauvais support, mais l'échange est toujours bon. Ok. Tu m'as dit que j'avais être taquin, hein, donc je taquine. Hein. Non, absolument. Et c'est justement pour ça qu'on fait des épisodes, et c'est pour progresser, pour se poser les bonnes questions. Juste, tu dis qu'il y a des tests qui ont été des tests qui ont été validés scientifiquement. Tu as des noms de tests? Aujourd'hui, il y a un éditeur alors je n'ai aucun lien commercial avec eux, Ok, bien sûr. Mais il y a un éditeur de tests français qui est en train de conquérir le monde, qui s'appelle Assess First, qui travaille et qui font des publications scientifiques dans des congrès mondiaux, qui publient dans des journaux avec du peer review 5 étoiles. Enfin, tu prends le travail d'Assess First sur la façon dont ils travaillent leurs tests psychotechniques. Ça a des qualités métriques incroyables et ils ont des capacités de prédiction de la performance incroyablement plus grands. Mais quand je dis incroyablement plus grand, c'est sans commune mesure avec des outils comme le disque. Et tu peux le Assess First, en fait. Assess First, ok. Assess First, premier en évaluation, pour dire les choses en français. Et tu pourras regarder soit le CEO, soit le directeur scientifique, un petit peu leur CTO. Là, ce sont 2 psychologues français. Et qui prennent la parole de plus en plus parce qu'ils sont très sollicités mondialement sur les sujets et qui ont aujourd'hui un regard sur les déterminants psychologiques de la performance, qui est un regard qui est très étayé aussi pour une raison très simple. C'est que ça marche tellement bien qu'ils ont une banque de données mondiale d'informations qui leur permet de pousser des études scientifiques d'une qualité exceptionnelle. Et encore une fois, je le dis, ce sont des gens avec lesquels je n'ai aucun lien. Je sais juste que leurs outils sont pertinents. Ce sont pas les seuls, mais eux, ils ont en plus une faculté à prendre la parole qui est passionnante sur les sujets. Ok, super intéressant. Je regarderai ça. Donc, finalement, quelle est la pertinence finalement de catégoriser et de classer des populations? Pourquoi on fait ça en fait? On fait ça pour simplifier la complexité du monde, parce que c'est plus simple de se dire qu'il existe des fainéants et des courageux, des personnes qui ont un rapport au travail. Parce que le grand truc, c'est... Alors, il faut quand même que je modère mon propos sur une dimension avant de continuer. Si je veux être juste et balayer devant ma porte, il faut que je dise quelque chose. Aujourd'hui, il est scientifiquement faux de dire que les différences générationnelles, que les différentes générations expliqueraient des comportements différents. En revanche, ce qu'on a le droit de dire, c'est que il existe des différences
actuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut pas dire que les jeunes veulent ça et les vieux veulent ça. Mais on peut dire que les salariés, quel que soit leur âge en 1980, n'avaient pas les mêmes attentes que les salariés, quel que soit leur âge en 2024. Ça veut dire que la nature des attentes, elle a évolué, mais elle a évolué de façon transgénérationnelle. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais tous les salariés, enfin tout, on est d'accord, c'est des raisonnements statistiques, mais la majorité des salariés de 2024 a des attentes qu'on peut qualifier, qui ne sont pas les mêmes que les salariés d'il y a 40 ans. Ça, on a le droit de le dire. Mais donc, ça n'est pas de l'intergénérationnel, c'est le caractère actuel des motivations et des attentes qui changent en lien avec les attentes d'une société qui évolue, et c'est bien normal. Ok, intéressant. On a des grands trends, ou est-ce que c'est de ça que tu vas nous parler quand on va rentrer justement dans les 3 déterminants du bien-être et de la motivation? Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a des attentes. Alors, si on veut parler de ces nutriments, justement, et ça va faire le lien avec les tendances dont tu parles, autonomie, c'est quoi? L'autonomie, c'est ce que tu disais fort justement au départ. Dans un cadre donné, l'autonomie n'est pas l'indépendance, dans un cadre donné, j'ai la possibilité de m'organiser dans mon temps, dans mes décisions, dans mes choix. Et lorsque ça n'est pas possible, cette deuxième composante est extrêmement importante. Et lorsque ça n'est pas possible, on m'explique pourquoi. Je vais te donner un exemple. Si moi dans mon équipe j'ai plusieurs managers, si je leur dis bah écoute l'an prochain on va mettre je sais pas 80K sur ton projet parce que ton projet il nous semble particulièrement important et qu'il y a un retournement de situation, on perd un client, il se passe quelque chose et que finalement bah j'ai un ou une de mes managers pour lesquels je ne peux pas mener à bien le projet qu'on avait promis en 2024 ou 2025. L'autonomie et promouvoir son besoin d'autonomie, c'est lui dire écoute, voici ce qui s'est passé. Voici la raison pour laquelle l'allocation de ressources qu'on avait prévue pour ton projet n'est plus aussi possible qu'elle l'était au moment où on avait fait ses choix. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cet arbitrage. On fera ton projet, mais l'an prochain. Mais cette année, je ne peux pas te laisser mener ce projet. En fait, l'idée, c'est d'expliquer à la personne pourquoi, à un moment, sa liberté de choix, sa latitude décisionnelle, elle est limitée. Donc, c'est soit tu peux t'organiser dans un cadre, soit lorsque ça n'est pas possible, on t'explique les motifs de cette autonomie réduite. Premier point, c'est l'autonomie. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes sur l'autonomie, parce que parfois, quand je dis ça en conférence, les gens me disent « Ah, mais vous savez, il y a des gens qui veulent rien décider. Ouais, il y a des gens, il faut tout décider à leur place. » En fait, ça n'existe pas. L'être humain, on a montré qu'il est, et j'emploie le mot en l'assumant, naturellement, intrinsèquement en désir d'autonomie. On le voit chez le petit enfant d'ailleurs. Ceux qui ont des enfants, moi j'ai des enfants en bas âge, c'est moi qui fais. Il va chercher à marcher, il va chercher à parler, il y a ce désir d'autonomie. On a ce désir impérial d'autonomie. Simplement, nous sommes parfois dans des environnements, des systèmes organisationnels, d'hyper-contrôle où il faut demander la permission pour prendre un stylo ou pour aller aux toilettes. Donc forcément, ton autonomie, elle est complètement brimée. La très bonne nouvelle, c'est que l'autonomie et ce désir d'autonomie se restaure dès lors que tu vas dans un environnement dans lequel tu peux t'épanouir. Donc, il y a un fort besoin d'autonomie pour déterminer de la motivation durable. Cela étant dit, on nous dit parfois les gens n'ont pas de désir d'autonomie, si, mais il a été brimé et ça revient. Pour te donner une donnée scientifique qui est intéressante, on a prouvé que le work effort, c'est-à-dire la faculté à mobiliser ses efforts en direction d'un but qui est valorisé par ton employeur, donc l'effort au travail, il n'est déterminé qu'à 14% par les primes trimestrielles et à 61% par l'autonomie. Je ne sais pas si tu te rends compte de la différence. Et l'autonomie, c'est gratuit à donner. La prime trimestrielle, ça a un coût. Donc 14 versus 60, on sera d'accord pour se dire qu'on a un facteur 4, tu vois, un facteur entre 4 et 5 sur le sujet. Enfin, c'est un truc de fou. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les managers qui utilisent cette théorie de l'autodétermination, bizarrement, ça va plutôt bien pour eux. Autonomie, premier point. Deuxième point, ce qu'on appelle la compétence, c'est quoi? La compétence, c'est la possibilité qui t'est donnée d'incarner ce que tu as appris à l'école de la vie ou à l'école de la République, tu vois ce que je veux dire? Mais en gros, tu as appris des choses dans ton parcours, perso, pro, et on te donne la possibilité d'incarner cette compétence sans te dire là, tu essayes de prendre ma place et sans te faire des feedbacks. Alors, déjà, il faut faire des feedbacks, premier point. Et 2, est-ce que ce sont des feedbacks qui sont simplement des évaluations strictes ou est-ce que ce sont des feedbacks constructifs?
Bah là encore, on a montré que le caractère constructif, la constructivité du feedback va soutenir ce besoin fondamental d'autonomie. La constructivité, c'est pas juste c'est bien, c'est mal. T'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de mauvais. C'est dans le travail que tu m'as rendu. Tels éléments étaient appréciables, intéressants et m'ont permis d'avancer. Mais sur tel et tel point, je n'ai pas compris où tu voulais en venir et j'ai besoin que tu étayes tes propos parce qu'ils ne sont pas clairs. Un feedback constructif permet à autrui de satisfaire son besoin de compétence et son besoin d'activation. Je fais une petite parenthèse, je ne sais pas si ça passionnera tout le monde, mais parfois on parle de bonheur. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a deux composantes, il y a deux facettes scientifiquement au bonheur. Une facette qu'on va appeler hédonique, le kiff, un bon verre de vin, un bon morceau de fromage, une bonne soirée en amoureux, enfin chacun trouvera midi à sa porte par rapport à ça. Mais le bonheur hédonique, ça ne peut pas être le seul horizon de la vie. La multiplicité des plaisirs leur fait perdre leur teneur. Si tu aimes le Saint-Nicolas de Bourgueil, mais que tu te lèves le matin pour en boire une bouteille, tu vas vite comprendre ce que je raconte. C'est que c'est nocif pour ta santé et ça n'a plus aucun intérêt. Et il y a une autre composante du bonheur qu'on appelle le bonheur eudémonique. Le bonheur eudémonique, c'est la satisfaction de cheminer dans la vie en se voyant grandir en cohérence avec nos aspirations et nos valeurs. Ce besoin de compétence, il ressemble à cette dimension eudémonique du bonheur. C'est que mon manager me permet de me construire, d'évoluer professionnellement en cohérence avec ce qui me semble être important pour moi. Super. Et puis, il y a, Cédric, une dernière dimension qui est... alors, ce que les psys appellent l'affiliation, mais ce qu'on va appeler l'appartenance. L'appartenance, c'est le souci réel et sincère que l'on a pour toi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, si moi je parlais à mon équipe, j'ai que des psys dans mon équipe, si moi je disais, oh bah vous, de toute façon, les psychologues, vous êtes comme ça. On voit bien que là, je crée une catégorisation qui vient nier la variabilité interindividuelle, qui vient nier les singularités, parce que Marie-Pierre n'est pas comme Elodia, n'est pas comme Élodie, Camille ou Grégory. Enfin, ces personnes de mon équipe, elles ont leur trajectoire de vie, leur singularité, leurs aspirations qui leur sont propres. Donc, l'appartenance, c'est le souci que l'on a de respecter les aspirations de chacun. Et tu le disais, je trouve, avec beaucoup de justesse au début, d'adapter son management. Si ça t'intéresse, pense à me relancer sur cette notion d'adaptation parce que psychologiquement, elle a des implications très intéressantes. Donc, on va adapter tout ça. Et c'est aussi éviter cette fameuse blague qui n'a jamais fait rire personne parce qu'en fait, c'est surtout un comportement passif-agressif de lâche qui est de dire t'as pris ton après-midi quand t'es parti à 17h. Encore une fois, c'est passif-agressif et ça n'est que de la lâcheté incarnée. Ça n'honore pas le manager qui utilise ce genre de comportement, au contraire, et ça va déliter le lien qu'il a avec son équipe. Parce que très concrètement, l'appartenance, c'est montrer une cohérence entre ce que l'on dit d'un point de vue managérial et les actes. Tu peux pas avoir un manager, mais on y reviendra tout à l'heure sur les 3 postures managériales par rapport à ses besoins, sur le manager qui dit que c'est important mais qui fait le contraire quand c'est pour lui. Si ça t'intéresse, d'ailleurs, on peut parler des 3 modalités managériales d'application de ces besoins fondamentaux. Ok, j'ai des questions sur les 3 déterminants. Tu as dit autonomie et tu l'as bien défini. Tu as dit c'est à l'intérieur d'un cadre donné. Est-ce que la taille du cadre a une importance? C'est-à-dire est-ce qu'il y a des cadres trop petits et des cadres trop grands? Alors, le cadre, il a une importance au regard des aspirations et des compétences de chacun, parce qu'on a tous vu, notamment en France, que un grand problème de la responsabilité managériale, c'est qu'elle a longtemps été perçue comme une récompense, alors que ce n'est qu'une compétence. Et faire évoluer un excellent technicien à un poste de chef d'équipe est parfois une terrible idée. Parce qu'il va dépasser ce fameux seuil d'incompétence. Donc, il n'y a pas de taille parfaite du cadre, mais parce que là encore, je reviens à ce que tu as dit au départ, qui est en fait presque ce que j'ai envie de retenir, moi, de ce podcast, c'est s'il n'y a pas d'adaptation du cadre, de la posture, de la façon d'interagir à ton interlocuteur, alors tu es passé à côté de la source même du management, qui est l'intersubjectivité. Donc, il n'y a pas de cadre trop grand ou trop petit, il n'y a que des cadres adaptés ou pas adaptés à des situations spécifiques et des individus spécifiques. Ok.
Lorsque je parle du 1 à 1, qui est un entretien hebdomadaire d'une demi-heure avec chacun de nos collaborateurs, pour moi, c'est un des meilleurs outils de management. On me dit, ouais, mais tu fais du micromanagement parce que tu vois tes collaborateurs une fois par semaine et c'est pour contrôler ce qu'ils font. Et je réponds non, c'est pour leur donner de l'autonomie. Parce que quand on voit régulièrement son manager, ça permet d'être plus autonome quand on ne le voit pas, justement. Et la fréquence est importante parce que ça permet d'avoir de l'autonomie entre les moments où on se voit. Et pour moi, ça construit de l'autonomie. En réalité, ça construit de l'autonomie parce que justement, on rassure notre collaborateur en permanence par rapport à ses limites et à la taille du cadre. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, je suis d'accord, mais j'ai envie de rajouter une quinzaine de pièces dans la machine parce que je pense que ce qui est beaucoup plus puissant que ce que tu veux bien laisser entendre au travers de la... Je suis sur le prisme autonomie. Ouais, j'entends bien. La coprésence, la collaboration, le fait de bosser ensemble implique nécessairement, au sens philosophique du terme, ce qui ne peut pas ne pas être, la nécessité philosophique, implique nécessairement la conflictualité. On s'entend bien tous les deux, Cédric, laisse-nous tout seul pendant 5 jours sans eau dans une pièce, on va s'étriper. Mais ça ne peut pas être la fin du raisonnement. Puisque si c'est inéluctable, ça doit être le début d'un nouveau raisonnement. On ne peut pas se satisfaire de cette situation. Alors parce que le conflit est consubstantiel aux situations de travail, comme dans les histoires d'amour, c'est parce qu'on va s'engueuler nécessairement en étant en couple, parce que t'as pas vidé de la vaisselle ou t'as mis mon pull en cachemire dans la machine à laver. On peut pas réguler uniquement nos problématiques une fois par an à la Saint-Valentin quand on s'invite au resto. C'est la même chose que pendant les entretiens annuels. Si tu ne te dis pas pendant l'année ce qui ne va pas, c'est imaginer qu'on peut résoudre des problèmes de couple une fois par an au resto de la Saint-Valentin. J'ai pas envie d'aller à ton resto de la Saint-Valentin dans ces cas-là. Ça va être règlement de compte à OK Choral. Eh bien, la fréquence des actes managériaux permet justement le caractère durable de la performance. Et je reviens à ton argument de départ qui me semble très fondé, est un des moyens de l'autonomie. Parce que si l'autonomie n'est pas l'indépendance, deux choses différentes. Moi, Adrien, je suis président de Sens et Cohérence. Je n'ai pas de point régulier avec mon boss. Je suis tout seul. Moi, je suis un indépendant. Je suis indépendant. En revanche, mon équipe est autonome. Et pour nourrir l'autonomie de mon équipe, il faut régulièrement que l'on puisse prendre des décisions, les aiguiller, leur donner du feedback, les rassurer, parce que l'autonomie, c'est parfois une ligne de crête entre deux abîmes. Trop d'autonomie, j'ai peur, je suis tout seul. Trop peu d'autonomie, je me sens micromanagé, trop contrôlé, c'est compliqué. Et en fait, c'est simplement un pas équilibré qui va nous amener au succès dans cette ligne de crête entre ces deux abîmes. Et l'équilibre du pas n'existe que dans la fréquence de ces entretiens 1 à 1. Donc, je partage à 100% le contenu de ton argument. Feedback. Oui, mais constructif, tu as dit. Qu'est-ce que ça veut dire constructif pour un feedback? On peut prendre l'inverse, qui ne détruit pas, mais constructif, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, un feedback constructif, pour te répondre, il faut que je parle des 3 postures managériales par rapport à ces points fondamentaux. Et pour éclairer un petit peu, je fais une petite parenthèse, mais qui va éclairer le propos. Pendant longtemps, on a pensé, en gros, entre 1980 et 2023, globalement, quand cette théorie a été construite et puis revalidée derrière, on a pensé qu'il existait 2 types de managers par rapport à la satisfaction de ces 3 besoins fondamentaux, autonomie, compétence, affiliation. Premier point, on a pensé qu'il y avait le manager soutenant. Il te donne de l'autonomie, ce qu'on vient de se dire. Il te permet de monter en compétence, il te fait évoluer, il te fait grimper, il te font des feedbacks qui te développent. Et puis, il s'intéresse sincèrement à ton bien-être, à toi, il s'adapte. Super. Lui, on a vite compris que... Alors, il y a... Coach. Vas-y. Le coach. Ouais, c'est ça, si tu veux, c'est que on a vite compris que c'est corrélé à réduction du turnover, augmentation de la performance subjective, augmentation de la performance objective, meilleur état de santé cardiovasculaire. Enfin, c'est vraiment, c'est génial. Et tous ces liens existent dans la littérature scientifique. Il suffit d'aller à la fac de Reims qui a beaucoup publié. Vous tapez TAD, théorie de l'autodétermination, Deci, Ryan sur Internet, vous aurez des milliers d'articles sur le sujet. C'est une des théories les plus valides en psychologie. Le soutenant. On pensait qu'on avait le manager qui était le manager hostile. Tu n'auras pas d'autonomie, c'est-à-dire tu n'es pas payé pour réfléchir, je te paye pour faire ça, tu le fais et tu te tais. Le manager qui était hostile vis-à-vis de la satisfaction de ton besoin de compétence. C'est-à-dire ton feedback, c'est tu ne voudrais pas que je te dise merci, tu as fait ce pourquoi tu es payé. Et n'essaie pas d'évoluer parce que tu vas prendre ma place. Si tu prends ma place, je te fous dehors. Ça existe encore dans certaines usines françaises.
Et l'affiliation, bah, on a compris que dès lors que tu t'occupes de ça, t'arrives le matin, t'es en larmes parce que ton gamin s'est cassé la cheville ou ta femme t'a dit qu'elle allait partir et qu'on te dit « Ah non, mais alors, qu'on soit bien d'accord, les problèmes, c'est sur le parking, hein, je veux pas les voir ici. » On a longtemps pensé qu'il existait que ces deux modalités. Et notre chercheuse française, là, elle est partie d'une intuition, mais elle l'a validée scientifiquement derrière, qui est de dire, mais en fait, ne serait-ce que dans ma propre vie, moi, j'ai vécu un autre type de manager. Le manager qui était ambivalent, et on l'est tous un peu. C'est pour ça que je pense qu'il faut pas essayer de rentrer dans une des trois catégories. Faut accepter le fait qu'on est parfois dans les trois catégories. Parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas dormi de la nuit, parce que le petit a une otite, parce qu'on s'est fait engueuler la veille, parce qu'on a pris une amende le matin. On est parfois un peu les trois. Le manager ambivalent, c'est, moi je le vois beaucoup, c'est le membre du CODIR ou le membre du COMEX qui a tellement de taf, qui voyage tellement, il est pas là. Enfin, il est là, mais il essaie de faire de son mieux, mais il peut pas. C'est pour ça que, moi je dis souvent, la seule fois où on peut regarder quelqu'un de haut, c'est pour l'aider à se relever. Jetons pas la pierre à ces managers-là, mais essayons d'expliquer ce que c'est que ce manager ambivalent. Sur l'autonomie, c'est celui qui te dit c'est hyper important. Je t'ai donné le cap, t'as le phare au bout de la nuit, je compte sur toi pour y aller, je t'ai donné les moyens. Et on vient le voir dans le point du vendredi, on lui dit bah écoute c'est bon, on a fait le brief avec le client, on a validé ça avec la compta. Ils t'ont dit comment ça, vous avez fait le brief avec le client? Bah oui, on a avancé avec l'équipe. Tu nous as dit que c'était ok, on avait le cap. Et donc là, moi, on m'oublie. Je valide plus rien. Et tu dis, mais attends, je comprends plus. C'est quoi la longueur de la laisse quelque part? C'est horrible de dire les choses comme ça, mais j'ai le droit, j'ai pas le droit, je sais quoi le truc. Sur la compétence, c'est celui, et alors là, je peux te dire que j'en croise très régulièrement, qui fait des feedbacks en disant, c'était plutôt une bonne année. C'était plutôt une bonne. Moi, en tout cas, j'étais content de bosser avec toi. C'était bien. Franchement, cette année, plutôt bien. Ouais, puis t'es quelqu'un d'agréable, quoi. Mais ça, c'est pas un feedback, tu vois ce que je veux dire? C'est une évaluation vague sur des qualités intrinsèques qui n'a rien à voir avec la pertinence d'un regard acéré ou d'une clarté d'évaluation sur le travail. Moi, je m'en fiche qu'on me dise que je suis un type bien. Je veux savoir quelle est la qualité du travail que je fournis. Ça, c'est le manager ambivalent dans la deuxième composante. Hein, tu parlais tout à l'heure, et c'était pour commencer à répondre à ta question sur clarifier ce qu'est un feedback constructif. Bah, un feedback constructif, il n'évalue pas uniquement la personne sur ses qualités perso, il n'est pas vague. C'est plutôt quelqu'un de bien. Et puis, le manager ambivalent sur la notion d'appartenance, c'est celui qui te dit, vous avez vu en formation sur les risques psychosociaux, la déconnexion est essentielle à la performance. Je voudrais qu'on fasse attention à tout ça. Et qui le lundi matin vous dit, mais enfin, je t'ai envoyé un mail samedi là sur l'appel d'offres, on l'attend encore. Et tu dis, bah, je sais pas, c'est samedi, j'ai pas regardé mes mails. Enfin, j'étais en week-end. Ah non, mais attends, t'es engagé ou t'es pas engagé? Mais je comprends pas le message en fait. Il y a de la déconnexion et le manager ambivalent, et on l'a montré, ça sera l'objet de mon prochain article dans Harvard Business Review. En fait, c'est le plus toxique des trois, contrairement à ce que moi-même, très sincèrement, j'avais une représentation très stéréotypée moi-même. Je pensais que l'hostile était le pire. Sauf qu'en fait, ce qu'ont démontré les chercheurs, c'est que à l'hostilité manifeste, on sait faire face. Parce que l'hostilité, elle est pleine de certitude. Quand quelqu'un vient dans la rue en te disant « je vais te casser la gueule », Cédric, tu te fais peu d'illusions sur l'issue de la discussion. Il est rare que vous finissiez ensemble à boire une citronnade au coin de la rue. Donc, tu vas mobiliser tes ressources physiques et physiologiques, psychologiques pour faire face à l'hostilité. Donc, ça te met en situation de certitude. Alors, certes, désagréable, je suis d'accord, mais de certitude. Le problème de l'ambivalent, c'est qu'il te plonge dans une incertitude durable. Or, si le premier rempart contre la détresse psychologique en situation de travail, c'est le soutien des pairs, le deuxième rempart, c'est le sentiment de contrôle par rapport à notre vie et notre situation. Et donc, le manager ambivalent, il te fait perdre le contrôle sur ton job parce que tu sais jamais si c'est du lard ou du cochon. Tu sais pas sur quoi t'es attendu. Et l'être humain, le cerveau humain, il déteste l'incertitude. Je donnerai une expérience scientifique tout à l'heure, ça t'intéresse pour comprendre comment. Mais notre cerveau déteste l'incertitude et donc il va consommer une énergie psychique de malade à essayer de résorber l'incertitude. Et toute l'énergie psychique que tu utilises à essayer de comprendre ton manager qui est incompréhensible, tu l'utilises pas à bosser, à produire de la valeur. Et ça te met en plus dans une situation d'anxiété terrible. Donc, c'est quoi le besoin de compétence? Bah, c'est un manager soutenant
et non pas ni un hostile ni un ambivalent, qui évalue la qualité du travail dans sa dimension de progrès. Je reconnais ce que tu as fait, mais je mets en lumière les sujets sur lesquels il t'est possible de progresser au regard du potentiel d'évolution que je perçois chez toi. Intéressant. Est-ce que finalement, je vois bien ce que tu veux dire quand tu parles de manager ambivalent, et souvent, l'attitude, la posture ambivalente, elle n'est pas forcément le fait du manager. Elle peut être le fait de sa volonté d'être un manager soutenant, mais qui a une direction qui, elle, change souvent les données du problème et lui donne des injonctions contradictoires à lui-même. Et donc, souvent, quand on a une direction qui nous donne des injonctions contradictoires, c'est très, très dur vis-à-vis de son équipe de pas être ambivalent. Et du coup, la solution, franchement, je me mets à la place du manager, c'est quand même très très dur parce que on a l'impression qu'il a un double langage. C'est pas qu'il a un double langage, c'est que d'un côté, il essaye de faire du management soutenant, mais que d'un côté, il a une direction qui lui demande des résultats, qui s'agace, tu vois, on a ce phénomène. Ce que tu dis, ça a été prouvé là aussi en 2022 et 2023 et attesté en France. On s'est posé une question puisque le but du jeu, c'est d'avoir des managers les plus soutenants possibles puisqu'on a montré que c'est un déterminant de la performance durable. Tant qu'à faire, autant avoir des gens soutenants. Donc la question qu'on s'est posée dans les entreprises, dans les recherches qui ont été menées, c'est quel est l'élément le plus explicatif du caractère soutenant d'un manager? Qu'est-ce qui fait qu'un manager va devenir soutenant? La réponse qu'il y a, alors ce que nous on appelle la plus grande part de variance expliquée, c'est-à-dire la réponse la plus fiable qui a été testée, c'est que les managers les plus soutenants sont les managers les plus soutenus. Ok. Plus tu reçois de soutien, et donc le soutien que tu reçois de ton board, parce qu'au bout d'un moment, quand on remonte, tu as un board au-dessus, enfin tu as un COMEX, un CODIR, il faut que je parle d'un autre article là que je suis en train d'écrire parce que ça fait le lien. J'audite une usine là en ce moment dans l'est de la France, dans lequel il y a des gros débordements de comportement. Sauf que ce que l'on me dit, c'est que oui, il y a des débordements de comportement entre les opérateurs et les chefs d'équipe. Le problème, c'est qu'on a un membre du CODIR de l'usine dont on sait qu'il a des comportements qui sont particulièrement déviants avec les jeunes stagiaires. On le sait depuis 4 ans et on fait rien. Parce qu'on considère que c'est un membre du CODIR et que quand même ça ferait sale de le virer. Puis c'est quand même un type qui est très bon d'un point de vue de la compétence. En fait, aussi longtemps qu'on conservera des toxiques performants ou des performants toxiques, il n'y a pas de possibilité d'être soutenant vis-à-vis des autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est que s'il n'y a pas d'exemplarité dans les comportements au-dessus, alors en conservant une personne pour des mauvaises raisons, on détruit l'intégralité du collectif dans sa motivation. C'est le principe de la diva. Exactement. Elle détruit l'équipe. Tu t'en rends pas compte, tu penses que t'es dépendant, et si tu fais rien, tu deviens de plus en plus dépendant et tu détruis de plus en plus ton équipe, donc elle est toujours plus indispensable, et à la fin, t'es dans une situation quasiment inextricable. Et surtout que c'est exactement ça, et ça procède d'un raisonnement qui est biaisé, qui est un espèce de déplacement argumentaire. Ce raisonnement, c'est quand on dit, écoutez, oui, il a des comportements qui sont toxiques, et on te dit, mais c'est un super directeur commercial. Moi, alors, ça fait 17 ans que je fais ça, et c'est vraiment un sujet qui me fatigue parce que je l'entends encore beaucoup trop, et que la toxicité comportementale qui détruit, comme tu dis, tous les collectifs, la motivation de tout le monde, il n'y a plus d'exemplarité, ça rend le management eunuque, c'est-à-dire qu'il est plus possible de manager dans un second temps quand on tolère ce genre de choses. Moi, j'en suis arrivé à utiliser un argument qui est un argument, pardonne-moi le terme, mais hardcore. Quand on me dit ça en séance, moi je dis, mais vous savez qu'Émile Louis était un excellent conducteur de bus. Et non, mais il avait une très faible consommation d'essence. Et on me dit, mais je vois pas le rapport. Mais je dis, mais parce que c'est pas ça qui lui a été reproché. Et s'il a fait de la prison et s'il a été arrêté, c'est pour tous les comportements toxiques qui a été à côté. Aussi longtemps que vous choisirez de regarder uniquement les comportements professionnels valorisés, que vous décidez d'orienter le regard, et que vous créez un climat d'insécurité psychologique en détournant le regard de la toxicité comportementale, vous insécurisez l'intégralité du collectif et sans vous en rendre compte, vous vous privez de vos facultés d'action managériale. En protégeant les toxiques, on se prive soi-même des possibilités d'action managériale. Or, un CODIR qui ne peut plus agir, il a vocation à partir. Ouais. Et d'ailleurs, quand vous avez une diva dans votre équipe, il faut agir sur cette diva, lui faire des feedbacks sur ses comportements limitants.
ceux qui limitent l'équipe. Je voudrais aussi qu'on revienne sur l'affiliation ou l'appartenance, parce que ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est parce que quand on pense affiliation, appartenance, on pense comportement conforme. On se dit, pour être affilié, pour se reconnaître d'une entreprise ou d'une équipe, il faut qu'on ait des comportements qui soient conformes à l'équipe, qui fonctionnent bien dans l'équipe. Mais en même temps, tu nous dis, oui, mais les gens aiment bien avoir une singularité et ils aiment bien être reconnus pour cette singularité. Et pour certaines personnes, ça peut paraître antinomique, c'est-à-dire se dire, non, moi les gens, je veux qu'ils soient comme ça. Et tu comprends ce que je veux dire? Ça peut paraître antinomique, ce rapport entre... Parce que derrière... l'affiliation et la compétence, il y a le souci du développement du salarié en tant que lui-même. Mais on a aussi le souci du développement de l'entreprise et de l'équipe. Et parfois... C'est la raison pour laquelle, quand en conférence, les gens me disent « Mais vous savez, nous sommes uniques », et je réponds cette phrase qui n'est pas de moi, qui dit « Mais vous êtes uniques comme tout le monde ». Ouais. Et au-delà de la boutade, la phrase est d'Albert Moukébert, mais au-delà de la boutade, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? En psychologie sociale, c'est quelque chose qui existe, c'est Tachfeld, ça existe depuis maintenant, je crois, un peu les années 50, 60. Ce que tu dis, c'est très expliqué, c'est-à-dire que on a besoin de se conformer à l'in-group, à l'endogroupe, à l'équipe, pour parler français, et pour autant, on a un besoin à l'intérieur de ce groupe d'appartenance, dans lequel on partage les mêmes codes, là. On a besoin de se sentir différent. Il y a même un effet qui existe depuis très longtemps, qui s'appelle l'effet PIP. PIP, ça veut dire primaire inter pares. C'est quoi l'effet PIP? Imaginons que tu sois dans un groupe de fans de métal, je dis n'importe quoi. Tu es dans un groupe de fans de métal, vous allez arborer des goûts musicaux similaires, probablement une attitude vestimentaire, des coiffures similaires. Donc vous allez être similaires et ça va vous plaire. Mais à l'intérieur de ce groupe, on a quand même besoin de se sentir différent. On veut pas se sentir clone. L'effet PIP, c'est celui qui va s'hyper-normer. C'est-à-dire qu'il va prendre la norme, mais il va la pousser à l'extrême. Et là où certains et certaines auront juste je connais rien au métal, mais des blousons de cuir, un peu de musique, lui, il va se tatouer l'intégralité du visage, se faire des piercings partout, avoir un mode de vie complètement. En fait, il va s'hyper-normer pour continuer à se sentir appartenir au groupe tout en pouvant affirmer la singularité qu'est la sienne. Bien sûr, une entreprise, elle est faite de normes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'exemplarité managériale, même si elle est impossible en tant que telle, c'est un paradigme, c'est ce vers quoi il faut tendre, mais c'est la raison pour laquelle l'exemplarité managériale, elle est si importante, en tout cas comme paradigme, parce que depuis la nuit des temps, le détenteur du pouvoir est prescripteur de normes. Parfois, quand j'anime des codir, je fais un exercice, je leur demande de se lever et je leur dis ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous compter jusqu'à 3 et à 3, on va taper dans les mains. D'accord? Ok. Je fais 1, 2 et je tape dans les mains. Ils tapent dans les mains comme moi. Et je leur ai dit, vous voyez ce qui s'est passé. Je vous ai dit qu'on allait compter jusqu'à 3 et taper dans les mains et j'ai tapé dans les mains à 2, vous avez tous fait comme moi. Les gens ne font pas ce que vous dites. Les gens font ce que vous faites. Ok. C'est la raison pour laquelle cette exemplarité, encore une fois, je reviendrai sur la limite de la prescription d'exemplarité managériale parce qu'elle est fatigante. Mais en tout cas, si on la prend pour ce qu'elle est, un paradigme, un phare au bout de la nuit, ce vers quoi on a envie d'aller, on comprend qu'être manager, c'est créer des normes auxquelles vont essayer d'adhérer nos subordonnés et vont être forcés par la dynamique de groupe basique d'adhérer nos subordonnés. C'est la raison pour laquelle, en tant que manager, la première des responsabilités, c'est de prendre soin de nous, parce qu'en prenant soin de nous, on ne peut donner aux autres que ce dont on dispose. Et en prenant soin de nous, on montre aux uns et aux autres que prendre soin d'eux, ça n'est pas une option, c'est important. Et je t'expliquerai, moi, si tu veux, comment je fais dans ma boîte avec mes équipes pour leur montrer comment ça fonctionne. Ok. Justement, alors, j'ai pas oublié tu m'as demandé de te poser une question sur l'adaptation du management, mais avant, je voudrais que tu nous définisses l'exemplarité du manager. Et tu as évoqué un truc qui est la santé du manager, parce que moi, ce que j'ai vu souvent dans beaucoup d'entreprises, c'est des managers qui en font plus que tout le monde, qui arrivent tous avant les autres, qui partent après les autres, qui sont en fait épuisés finalement, qui expliquent à leurs collaborateurs à quel point leur week-end a été pourri parce qu'ils ont dû travailler sur tel dossier, voire qui rendent responsables
leurs collaborateurs du fait qu'ils aient dû travailler, etc., etc. Et en faisant ça, ils ont l'impression d'être exemplaires. Et en réalité, ils repoussent leurs collaborateurs. C'est-à-dire que personne n'a envie d'avoir un chef comme ça. Personne n'a envie d'avoir quelqu'un en mauvaise santé qui explique à quel point il aime pas son travail, etc., etc. Donc ça m'intéresse ton avis sur l'exemplarité. Qu'est-ce que ça veut dire l'exemplarité ou qu'est-ce que ça veut pas dire? Les managers inspirants, c'est ceux qui permettent à leur équipe de respirer. Ok. Sinon, t'inspires personne. Et celles et ceux qui te promettent qu'on peut être heureux dans l'absence de limites, hein, en bossant tout le temps, je bosse jour et nuit, j'arrive très tôt, je pars très tard, je bosse devant mon ordi, je bosse soirée, week-end, je prends l'ordi pendant les vacances. Ceux qui te disent qu'on peut être heureux dans l'absence de limites sont normalement pas des managers. Ce sont des dealers. Parce que le dealer, il a toute vocation à te vendre sa cam. Moi, j'ai vécu dans le 18e longtemps. Les craqués du jardin des Halles imaginent qu'on peut être heureux dans l'absence de limites. Mais je te garantis pas leur état de santé physique et mentale. Ça, c'est une certitude. La responsabilité, c'est de comprendre effectivement... on ne peut donner aux autres que ce dont on dispose. On le sait tous d'un point de vue économique. Si tu dépenses plus d'argent que tu en gagnes, Cédric, au début, tu vas taper dans tes économies. On a tous un peu. Puis tu vas finir interdépendant et c'est pas drôle. Mais d'un point de vue énergétique, c'est pareil. Quand on est manager, si on donne plus à l'équipe que ce dont on dispose en termes d'émotions agréables, d'énergie, de positivité, d'entrain, de bonne humeur, au départ, on va taper dans notre capital. Capital, hein, ça porte un nom, on s'appelle la vie perso. Hein. Tu deviens infect avec ta femme et tes enfants. Hein. Tu vois plus tes amis, tu es en mode granola Netflix tous les week-ends. Donc tu vas taper dans ton capital, bien sûr. Mais au final, tu vas finir interdit énergétique et ça s'appelle l'épuisement, le burn-out. Et c'est pas drôle du tout. C'était donc une petite introduction à cette notion d'exemplarité. L'exemplarité, quand je dis que c'est un paradigme, je dis qu'on ne peut pas le prescrire ou le demander parce que il suffit de balayer devant sa porte. Moi, je l'admets, Cédric, je ne suis pas exemplaire. Il m'arrive, quand je vais faire des courses au supermarché et que j'oublie le pack de Perrier sous le chariot, quand j'arrive à ma voiture et que je me rends compte que je l'ai pas payé, il m'arrive d'être content et de dire à ma femme, waouh, on a gaulé du Perrier. Et je te jure la vérité, je ne vais pas le rembourser à la caisse. Je pars comme un voleur que je suis, fier de ma gribellerie. Est-ce que je suis exemplaire? Bien sûr que non. L'exemplarité, là encore, c'est aussi ce vers quoi on doit tendre, mais n'attendons pas d'y être pour commencer à agir. Donc c'est la raison pour laquelle moi, ce à quoi j'invite les managers, c'est à tendre vers, à regarder quels sont les comportements les plus moraux, mais pas que les autres peuvent avoir. On va essayer de faire un peu de métacognition, de chercher à comprendre comment on pense ce qu'on pense, pourquoi on agit comme ça. L'exemplarité, c'est toujours pour soi d'abord, parce que c'est toujours facile de voir là où les autres sont pas exemplaires, c'est beaucoup plus compliqué de voir là où nous, on n'est pas exemplaires. C'est parce que par nature, nous sommes imparfaits qu'il existe des lois, Cédric. Si nous étions tous moraux, à quoi bon faire des lois? Personne volerait, personne taperait, personne violerait. Mais c'est parce que l'être humain est intrinsèquement immoral de temps à autre qu'on fait des lois, ce principe même de la justice. Et donc, nous savons que nous serons par principe immoraux dans certains de nos comportements. C'est la banalité du mal d'Hannah Arendt. On va maximiser notre petit profit à gauche, à droite. Et moi, quand je vole une bouteille d'eau sans m'en rendre compte, je suis content. C'est pas glorieux, mais ça fait partie de ma vie. Eh bien, l'exemplarité, c'est d'abord pour soi et par soi. C'est regarder comment on peut prendre soin de nous-mêmes pour prendre soin des autres. Il n'y a pas d'altruisme possible sans regard préalable sur les propres déterminants de sa santé. Et c'était le deuxième point dont tu parlais. La question de la santé. Sans santé, rien n'est possible, d'un point de vue managérial, économique ou quoi que ce soit. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, j'ai de plus en plus d'entreprises qui comprennent que la santé est un déterminant de la performance. Moi, je leur dis toujours, je ne vous demande pas de me croire sur parole, allez bosser avec 42 fièvre, 19 de tension et une jambe dans le plâtre, vous allez vite voir que ce que je raconte est vrai. Mais c'est une très bonne nouvelle, c'est qu'on a arrêté de faire de mes sujets, risques psychosociaux, qualité de vie au travail, des sujets de bienveillance ou de bullshit ou de si tu veux, de glucose, quoi. On mettait tellement de sucre partout que ça avait plus du tout de goût. La qualité de vie au travail n'a pas à être agréable. C'est pas ça le sujet. Il y a une confusion des paradigmes entre ce qui est sain et ce qui est agréable. Moi, je trouverais ça génial, Cédric, de me nourrir uniquement de bière belge et de gouda au cumin. Franchement, c'est quasiment ma vie rêvée. Et pour autant, est-ce que c'est sain? Je suis pas certain.
Et donc, l'idée, c'est d'inféoder ces sujets de santé aux sujets de performance, parce que ce faisant, on va les prendre au sérieux, on va permettre aux managers de prendre soin de leur santé et donc de diffuser ces messages sains en direction de leur équipe. Et donc, on va créer des normes saines, normes auxquelles, par définition, les salariés vont adhérer. Et donc, on générera beaucoup plus de santé collective pour plus de performance collective. Parce qu'encore une fois, les entreprises n'ont pas vocation à produire de la santé, mais de la performance. Ok. Adapter le management. Comment on fait maintenant qu'on sait tout ça? Maintenant qu'on sait que ce qui donne à la fois de la performance et à la fois de la rétention dans nos équipes, c'est donner de l'autonomie, travailler sur les compétences, permettre aux collaborateurs de développer ses compétences, lui permettre d'avoir un sentiment d'affiliation, d'appartenance. Je suis manager, je suis dans ma boîte, je sais tout ça, mais maintenant je fais quoi? Par rapport à ce besoin d'adaptabilité, il faut voir quelque chose, c'est qu'en psychologie, on définit, notamment dans ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales de la troisième vague, on définit la santé mentale, la santé psychologique, par ce qu'on va appeler de la flexibilité psychologique. Je vais te donner un exemple qui va parler à tout le monde. Tu as rendez-vous avec un collègue à 11h pour une réunion que vous aviez prévue tous les deux. Ton collègue t'appelle et te dit, écoute, je suis désolé, la crèche vient de m'appeler. Mon fils fait que de vomir. Là, il faut absolument que j'aille le chercher. On doit décaler. Je dois y aller. Le collègue qui témoigne d'une bonne santé mentale, une bonne santé psychologique, il va te dire, je suis désolé pour ton fils, c'est pas drôle. Alors, c'est casse-pied pour le projet, mais on se revoit cet après-midi ou demain et je vois comment je peux avancer tout seul. Je comprends la gravité de la situation. C'est plutôt une bonne nouvelle en termes de santé mentale. Et si tu regardes bien, ces capacités empathiques nourrissent la qualité de la relation que tu entretiens avec ce collègue. Et donc, on sait que la qualité relationnelle est un déterminant de la performance. Okay. Versus celui qui dit « Ah non, mais moi, c'est 11h, c'est 11h. Tu m'avais dit 11h, tu te débrouilles, j'en ai rien à secouer. Moi, je compte sur toi. Enfin, t'es foireux ou t'es pas foireux là? On peut compter sur toi, vraiment ?» Et alors, là, je vais éviter les mots inélégants. Tu te dis quel mufle et quel rustre, quel goujat. C'est pas véritablement ça que je pense, mais peu importe. Pour nos auditeurs, on va essayer d'être élégant dans le vocabulaire. Et tu te dis, mais quel pauvre type, quoi. Donc, non, je serai pas là. Bien sûr que non, parce que entre mon fils qui est en train d'être malade, que je dois emmener aux urgences et toi, le choix est vite fait. Et deux, t'as cassé quelque chose dans la relation. En fait, ça y est, je t'ai mésestimé, t'es passé du côté hostile de mes relations. L'adaptabilité, la flexibilité mentale, cette faculté à s'adapter à autrui, c'est une façon de montrer de l'intelligence situationnelle. L'intelligence situationnelle, c'est une qualité du manager qui est absolument fondamentale justement pour reconnaître la singularité des uns et des autres. Alors après, comment ces éléments, autonomie, compétence, affiliation, on peut les incarner quotidiennement? Plutôt que de parler d'éléments théoriques, moi je vais te parler, si ça t'intéresse, de ce que moi je mets en place chez moi. Moi, je me suis amusé on va parler d'expérience vécue, et moi j'ai décliné ça très concrètement parce que je voulais pas que ça soit juste des grandes idées, les cheveux dans le vent de psychologue. Sur l'autonomie, moi j'ai dit à mon équipe plusieurs choses. Premièrement, nous sommes un cabinet de conseil dans lequel il n'y a aucun taux de production. Je ne regarde pas les taux de production. Je demande aucun reporting, zéro. Les Excel sont bannis. J'ai dit, si quelqu'un m'envoie un reporting, je me mets sur le dos, j'attends la mort. Donc, je ne contrôle pas les temps. Je ne contrôle pas les taux de production, puisque j'estime que s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont envie de bien faire et de travailler. Ils ont tous la carte bleue de l'entreprise, avec une autorisation de paiement de 2 000 €. Sans aucun contrôle de leurs frais. Ils sont en full remote. Je n'ai personne au bureau. Ils ont décidé d'être tous en télétravail tout le temps. On verra à quelle fréquence on se voit. Enfin, je te dirai à quelle fréquence on se voit. Oui. Et je leur ai dit, ça ne m'intéresse pas de savoir si vous allez chez Mariage Frère, vous achetez 300 € de thé. Ça m'est complètement égal. J'estime que si vous le faites, c'est que vous considérez que c'est important dans l'exercice de votre travail, de votre sérénité pour bien travailler. Mon grand-père disait que la confiance qu'on témoigne à autrui l'amène à s'en montrer digne. J'ai jamais eu de mauvaise surprise sur le sujet. L'autonomie, c'est aussi... alors moi, ils ont 9 semaines de vacances chez moi. Je leur ai dit, je ne contrôlerai pas vos congés et je ne validerai pas vos congés. La validation est automatique. Vous faites comme vous pensez que ça sera le mieux pour l'activité et pour vous. La seule chose, c'est que je vous demande de les positionner le plus tôt possible. C'est la fameuse image, tu sais, de la jarre avec du sable ou des grosses pierres. Parce que si tu mets tes congés en dernier, en fait, nous,
on fait 69% de croissance par an, on a énormément de taf, du coup, forcément, t'as plus jamais le temps de prendre tes vacances. Et donc, on s'assure que tout le monde les prend. On est en train de mettre en place une prime annuelle, en tout cas une gratification, c'est pas une prime. Si on atteint un certain objectif, il y a 3 modalités de choix de la gratification. Soit tu prends un gros chèque, mais le même que tu sois une junior ou que tu sois Adrien le président, considérant que les rôles que l'on occupe sont des prescrits sociaux et ils ne disent rien ni de mon intelligence, ni de celle de mes juniors, ni de la faculté qu'on a à occuper parfaitement notre rôle. Comme ça, le jour où on célébrera l'obtention de cette gratification collective, on n'aura pas à se cacher sur t'as gagné combien, toi t'as eu quoi. Non, c'est facile, on a tous eu la même chose. On peut choisir soit ça, soit une semaine de vacances, soit 7 vendredis par an. Sans travailler. Il y a une étude qui montre que si tu prends des week-ends de 3 jours tous les 6 semaines, tu réduis d'environ 30% la possibilité d'un burn-out. Donc ça, c'est de l'autonomie. C'est dans ce cadre-là, on me laisse véritablement faire comme bon me semble, télétravail, surtout ce que je t'ai dit. Sur la question de compétences, moi j'ai que des psys qui sont plutôt passionnés et j'essaie d'entretenir la passion. Tous les 3 mois, on a un universitaire qui vient nous partager ses connaissances scientifiques pendant 3 heures sur les sujets qui sont en lien avec les nôtres. Là, on a dans 3 semaines un Grégoire Bosselu qui est directeur d'un master à Montpellier qui nous fait un séminaire sur vaut mieux une équipe experte qu'une équipe d'experts sur les déterminants collectifs de la performance. On a eu en janvier Kevin Chassang, le spécialiste français du syndrome de l'imposteur. On a eu les théories de l'autodétermination mises à jour en 2023. Enfin, tous les 3 mois, on entretient ce besoin de compétences, de savoir. On est open bar sur la formation, c'est-à-dire que les personnes se forment aussi. Alors, sont open bar sur la formation. Je ne contrôle pas, je leur ai juste dit, soyez responsables. Je veux pas de formation à la plongée sous-marine. Mais bizarrement, personne me demande ça. C'est-à-dire personne me demande rien, ils y vont sans me le demander. Et dernier point sur l'affiliation, comme on est en full remote, on fait un point collectif en visio tous les lundis. On fait des points individuels plusieurs fois par semaine parce que les one-to-one, ça n'est pas du micromanagement. Le micromanagement devient un micromanagement non pas par la fréquence des échanges, mais par leur contenu contrôlant. C'est pas la fréquence qui fait le micromanagement, c'est le caractère hostile et hyper contrôlant, une conduite vexatoire quotidienne. Si tu as une équipe de coach, c'est pas du micromanagement. On est d'accord. Ça, c'est le premier point. On se voit toutes les 3 semaines dans alors, il y a un temps de codir. Les codires, je les ai organisés de telle manière que les ordinateurs sont interdits. En fait, on se retrouve, on est 4 dans ma petite boîte, dans le codir. On est 4 et on va, moi j'habite à côté de Saint-Germain-en-Laye, on va marcher en forêt de Saint-Germain-en-Laye pendant 2h30 avec une question à solder. On n'arrête de marcher que quand on a soldé la question. Il y a plein de raisons scientifiques à ça qui montrent qu'en fait, si on veut solder des sujets qui sont parfois difficiles ou conflictuels, il faut éviter de le faire en face à face, mais il faut regarder plutôt dans la même direction parce que le face à face augmente la conflictualité de l'argumentaire. Aussi parce que les sujets tendus peuvent générer une tension du corps qui va s'évacuer dans la version musculaire de marcher parce que le rythme tension-détente des plus gros muscles du corps qui sont ceux des jambes abaisse le niveau de cortisol dans le sang. Et en fait, si tu veux, depuis qu'on a fait ça, on a trouvé 100% des réponses à nos questions. Et tout le monde est hyper content de venir en codir. Donc ça, c'est sur l'affiliation. Et puis ensuite, on se fait des apéros, des séminaires avec toute l'équipe élargie plusieurs fois par an pour continuer sur les sujets. Puis un petit truc quand même que je rajoute, c'est que moi, régulièrement, et je le fais à dessein et mon équipe le sait, j'appelle pour dire que j'en ai ras-le-bol de bosser. Et j'appelle souvent quand il est 15h30, 16h. Et pour être très sincère avec toi, dans 10 minutes, quand je vais sortir de cet entretien, je vais appeler mon équipe pour dire alors ça va bien? Ouais, moi je vais chez le coiffeur. Hier, j'ai fait la même chose. Mon fils était chez le pédodontiste. J'ai appelé à 16h15 en disant moi les loulous, j'arrête. Je vais emmener mon fils chez le dentiste. Parce qu'en fait, je montre que je prends un exemple très concret que je donne souvent dans les interviews. Mais moi, ça fait 11 ans maintenant que je fais 10 000 pas par jour tous les jours. Qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, tous les midis, je vais marcher 10 000 pas en bord de Seine. Et j'appelle mon équipe souvent pendant ce moment-là et je suis content. Parce que maintenant, quand je les appelle, souvent ils disent attends, je suis en train de courir, je vais à la piscine. Mais parce qu'en fait, je suis prescripteur de normes à mon corps défendant. Et en leur montrant ça, c'est ce qui les invite aussi à comprendre que à chaque fois qu'on ne compte le travail qu'en heures, on détruit de la valeur. Hyper intéressant. Vous êtes combien dans ton... En interne, on est 7 et on est dans la constellation, on est 33. D'accord. Ça fait, pour arriver à ce niveau, je dirais, de confiance, parce que
globalement, le carburant de tout ça, c'est la confiance que tu as dans les personnes à se réguler elles-mêmes, etc. Ça met du temps, ou est-ce que tu as été directement sur ce mode de management là? Tu vois, il y a une chose qui est de créer une entreprise sur cette base, sur ce paradigme-là, et puis après, il y a autre chose qui peut être moins évident, c'est de transformer ton entreprise. Et dans les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui vont être plutôt en se disant, bah tiens, si je voulais faire ça, dans les chefs d'entreprise qui nous écoutent, si je voulais mettre ça en place dans ma boîte, est-ce que je peux le faire du jour au lendemain? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont en profiter? Alors, voilà, c'est le genre de question qu'on peut se poser. Deux temps dans la réponse. Un, je pense que ça répond à des caractéristiques de personnalité. Moi, je fais psy parce que j'adore l'être humain et je t'ai dit, c'est l'extermination nazie qui m'a amené à faire ça parce que je ne comprenais pas. Donc moi, j'ai une foi, j'ai une confiance totale dans l'être humain. J'aime profondément l'être humain. Donc, je pense qu'il y a des caractéristiques de personnalité qui font que déjà, j'ai plutôt tendance à faire confiance facilement. Après, je suis pas dupe. Je suis chef d'entreprise. La gentillesse, c'est pas une compétence professionnelle. Ça m'intéresse pas. Moi, je dis aux gens quand je les recrute, voici le mode de fonctionnement de Sens et Cohérence. Comme toute liberté, elle est flippante. Comme toute liberté, elle implique ta responsabilité. Je ne viendrai pas contrôler. Sache en revanche que si j'étais amené à découvrir que la confiance que je t'ai donnée s'était soldée par son abus, il n'y aura pas de sommation. Ouais. Tu quitteras tout de suite l'entreprise. Et le deal est clair au départ, ce qu'on appelle un contrat psychologique. Je suis très clair sur je vous fais confiance. Quand tu donnes la carte bleue de quelqu'un que tu connais depuis 3 heures de l'entreprise en disant tu as 2000 balles sur les comptes tous les mois et tu fais ce que tu veux avec, je te fais confiance, nécessairement, tu t'attends à ce que la personne en retour, elle soit clean. Mais en fait, comme je les prends pour des adultes, ils se conduisent comme des adultes. Ouais. Et je suis même d'ailleurs parfois très agréablement surpris. Tu avais une deuxième composante dans ta question, c'était est-ce que les gens ne vont pas abuser si on fait ça? Alors j'ai tendance à dire si, enfin bien sûr que si, mais est-ce que pour autant ça justifierait qu'on change le système? Là encore, réfléchis à un modèle que tu connais bien, le modèle du supermarché, Cédric. Y a-t-il des gens qui volent? Oui. Est-ce que pour autant tu fouilles les poches de 100% des clients qui sortent? Tu peux le faire si tu es directeur de supermarché, mais il me semble que tu vas au-devant d'assez grandes déconvenues d'un point de vue de ta fréquentation de clientèle. Parce que les abus ne peuvent jamais justifier l'hyper-contrôle. Tu vois ce que je veux dire? En résumé, le contrôle coûte plus cher que la confiance. Moi, je dis toujours quand on me dit « Ah, mais du coup, votre système, il est super intéressant », je leur dis « Mais en fait, il faut que je vous dise la vérité. Ce système, il existe parce que je suis un énorme fainéant. » Parce que contrôler me saoule, parce que contrôler m'a jamais intéressé, parce que et moi je le dis à mes équipes, le temps, moi j'ai été consultant salarié, le temps que je passais à faire mes reportings, Cédric, c'était presque une demi-journée par semaine à la fin. Faut que tu pointes sur Excel, sur des logiciels, t'étais où, t'as fait quoi. Et je leur ai dit, moi j'ai fait un truc très simple, j'ai compté combien ça coûtait en salaire chargé pour moi de contrôler leur reporting et pour eux de faire ces reportings sur une année. Mais t'imagines pas le gouffre de productivité que ça représente. Non seulement je ne perds pas de temps, de motivation et d'argent à des contrôles qui sont complètement illusoires, parce qu'en plus le propre d'un process c'est toujours son absence d'usage, donc on peut toujours pipoter ce qu'on veut. Je le sais, j'ai pipoté pendant des années mes reporting, donc j'en sais quelque chose. Tout à fait. Et deuxièmement, parce que non seulement je ne perds pas, mais c'est pas juste que j'ai rempli le trou. C'est que j'ai créé une butte. C'est qu'en plus de ça, tu as des gens qui sont méga motivés. Si tu connais beaucoup de cabinets de conseil qui ont un taux de turnover de 0%, franchement, je t'invite au resto. Parce qu'il y en a très peu, parce que le modèle du conseil, dernier truc, le modèle du conseil habituel, c'est qu'il faut qu'un consultant qui te coûte 100, il t'en rapporte 400. Globalement, c'est ça, c'est 1 x 4. Moi, j'ai divisé. Et au début, même ma comptable m'a dit, mais pourquoi vous demandez un ratio de 2,5? Vous êtes malade, vous allez perdre en rentabilité. J'ai dit, mais en fait, vous avez une vision des coûts qui est une vision court-termiste. Parce que si les gens partent au bout de 2 ans, je les forme, je les recrute, je les intègre, ça me coûte du temps, de l'énergie, du pognon. Parce qu'en fait, il y a des externalités négatives à ces modes de fonctionnement. Alors oui, les gens cravachent pendant 18 mois. Sauf qu'après, ils te font aucune pub. Tu passes pour un esclavagiste. Les gens ont envie de partir. Tu ternis des relations avec des gens qui sont des gens passionnants et que t'aimes beaucoup. Moi, c'est pas la vie que j'ai choisi d'avoir.
Oui, puis de toute façon, le modèle du contrôle, c'est en général, tu as 3% des gens qui truandent, t'embêtes 97% qui, eux, truandent pas, qui finalement vont se dire, bon, bah, tant qu'à faire, autant truander. Et en plus, les 3% qui truandent, ils vont toujours avoir une longueur d'avance sur toi parce qu'ils pensent qu'à ça. Alors que toi, t'as pas envie de t'en occuper. Donc, c'est rarement un bon calcul. Ok, super intéressant. Je pense que dans 10 minutes, il faut que tu as ton rendez-vous de coiffeur, donc si j'ai bien compris. Oui. Et comme tu le vois, c'est une nécessité. Oui, je suis pas sûr. Enfin bon, après chacun. Et je te remercie infiniment. En tout cas, on est parti sur d'autres sujets. Je trouve super intéressant. Du coup, je sais plus quel titre je te donnerai au podcast, mais voilà, on a vite évacué le sujet du transgénérationnel parce que ou plutôt des catégorisations générationnelles, parce que je pense qu'il y a des choses plus importantes, effectivement, sur lesquelles un manager devrait travailler. Ce qui est intéressant, moi, dans la discussion qu'on a eue, si tu veux, que je trouve, c'est qu'on l'a vite évacué parce qu'il y a des données, si tu veux, tu sais, en philosophie, on dit que la vérité est un agent de clôture du débat chez les gens de bonne foi. 2 et 2 font 4. Bon, ben, on arrête la question, on a trouvé la réponse. À part chez les complotistes, la vérité est un agent de clôture du débat chez les gens de bonne foi. Donc, une fois qu'on a trouvé les éléments qui nous permettent de dire, OK, mais on comprend et on trouve légitime que les managers se posent des questions sur comment on peut motiver, comment on peut faire progresser une équipe. Moi, il m'intéresse pas de venir en mettant un coup de pied dans la fourmilière parce que, à part insécuriser les pauvres managers, je vois pas ce qu'on aurait fait. Il m'intéresse de dire cet outil-là me semble effectivement manquer de pertinence, mais je vous amène avec notamment la théorie de l'autodétermination, réponse aux questions qui sont les vôtres. Alors, réponse partielle, j'ai pas prétention à l'exhaustivité. En tout cas, des éléments de réflexion qui, eux, sont fiables scientifiquement et dont on a prouvé à la fois la pertinence et l'efficacité en situation managériale. Super, ça me va parfaitement. Pour rentrer en contact avec toi ou si on veut creuser certains sujets, on mettra en descriptif du podcast le site Sens et Cohérence. C'est le meilleur moyen pour entrer Ouais, soit mon profil LinkedIn parce que j'y suis très souvent, soit le site Sens et Cohérence. Sur les deux, je vous répondrai. Ok, ça marche. Super sympa. Merci beaucoup, Adrien. Bon coiffeur. Et puis, à une prochaine fois.